Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier atelier en ligne du réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines, donc le premier atelier en ligne de l'année 2022. Et donc pour cette année 2022, nous avons décidé de consacrer les ateliers en ligne à la série Psy autour des mutilations génitales féminines. Donc les ateliers en ligne des stratégies concertées se déroulent généralement une fois tous les 2 mois. Donc pour cette année, on vous proposera 5 ateliers en ligne dédiés à la série Psy. Alors, donc aujourd'hui, notre premier atelier en ligne abordera la question de l'impact des mutilations génitales féminines sur la santé mentale des personnes concernées. Donc, pour que notre séance d'échange se déroule bien, je vais vous rappeler quelques consignes. Hop, hop, hop. Alors, je vous prie de couper votre micro pendant les interventions. N'hésitez pas à vous renommer, donc votre nom et le nom de la structure que vous représentez. Si vous ne représentez pas de structure, juste votre nom, ça ira. Et donc, l'atelier est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, je vous prie de couper votre caméra et on enregistre parce que les ateliers sont disponibles en ligne sur le site des stratégies concertées. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir revoir l'atelier ou alors pour ceux et celles qui ne sont pas présentes. Donc, ce sont des outils à leur disposition. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous souhaitez intervenir et vous pouvez aussi poser vos questions dans la chat box. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, une petite note introductive finalement sur le réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Je sais que tous et toutes ici présentes, vous connaissez ce que c'est que le réseau, mais voilà, chaque année ou bien à chaque atelier, on prend toujours ce petit moment pour présenter le réseau pour les nouvelles personnes. Éventuellement, si voilà, les activités et les thématiques que nous abordons ici fait écho auprès de vous, c'est l'occasion justement de nous rejoindre. Donc, les stratégies concertées MGF, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un réseau qui réunit les acteurs et les actrices belges qui proviennent de différents secteurs concernés par la problématique des mutilations génitales féminines. Et donc, dans ce réseau-là, on a aussi bien des personnes, des professionnels de la santé, du secteur judiciaire, de la petite enfance. Voilà, c'est vraiment tous les acteurs qui sont concernés. Et voilà, dans les acteurs, c'est aussi bien les professionnels que les personnes physiques. Donc, c'est pas uniquement dédié aux professionnels, c'est un espace d'échange entre professionnels, mais aussi les personnes physiques qui sont concernées par la thématique. Et donc, le réseau est né en 2008 d'un constat de terrain. Notamment, il y avait ce besoin de coordination des acteurs et actrices de terrain qui menaient des actions sur les mutilations génitales féminines. Et donc, le réseau des stratégies concertées dispose de 2 coordinations, donc une coordination wallonne et une coordination bruxelloise. Donc au niveau wallon, nous sommes présents depuis, voilà, de manière officielle depuis 2019, mais sinon de manière officieuse, nous sommes présents depuis bien avant cette date-là. Et à Bruxelles, on existe depuis 2008. Alors, finalement, c'est quoi les objectifs de ce réseau? Alors, ce réseau existe pour améliorer, il a pour objectif, d'améliorer la coordination et la qualité des interventions en région wallonne, mais aussi en région bruxelloise. Mais aussi, il a pour objectif de faire connaître les interventions par les instances politiques et administratives. Je passe à la petite slide suivante. Alors, je profite justement pour prendre 5 minutes avant de commencer cet atelier pour pouvoir lancer un appel aux acteurs et actrices ici présents et qui travaillent sur la thématique des mutilations génitales féminines. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le réseau des stratégies concertées. Donc voilà, la porte est ouverte et c'est l'occasion justement en début d'année et voilà, on vous lance cet appel. Donc voilà, j'ai dressé 5 bonnes raisons pour vous amener à devenir membre, qui vous séduirait, on va dire ça comme ça, à nous rejoindre. Premièrement, être membre de ce réseau vous permet de vous former finalement sur les questions de mutilation génitale féminine, mais aussi de savoir comment mieux orienter, mais aussi accompagner les femmes concernées
par les mutilations génitales féminines. Secondement, il permet, en vous inscrivant, en étant membre, finalement, vous restez informé grâce notamment à notre newsletter, des stratégies concertées. Donc, ça vous permet d'être au courant des différentes activités du réseau, mais aussi des activités des partenaires, des formations, des nouveaux outils. Donc, à cet effet, sur le site, vous disposez d'une outil tech où il y a une pléthore d'outils. Donc, je vous invite pour les professionnels qui voilà, à s'y rendre. Donc, voilà. Ensuite, troisièmement, devenir membre vous permettra de communiquer sur vos activités autour de mutilation génitale féminine. Donc, on pourra échanger vos newsletters avec nos membres, mais aussi connaître les différents acteurs et actrices qui travaillent sur la problématique, aussi bien en région wallonne qu'en région bruxelloise. Et enfin, faire connaître la démarche de votre structure. Il faut dire que les ateliers en ligne, ici, c'est vraiment une des activités du réseau, mais que derrière, il y a d'autres activités. Alors, 2022, nous avons consacré la série d'ateliers en ligne des stratégies concertées à la série Psy. Il faut dire que l'année 2021, on a organisé 4 ateliers en ligne autour de la problématique des droits de la santé des filles et ados concernés par l'excision. Et donc, dans ce cadre-là, les réseaux wallons et bruxellois ont proposé ces ateliers d'échange de pratiques en ligne avec les différents acteurs et actrices. Voilà. Donc, mais aussi, dans ces ateliers-là, on avait aussi les professionnels en contact avec les familles concernées par les mutilations génitales féminines. Donc, c'est vraiment un espace de concertation, d'échange de pratiques. Et au-delà de l'échange des pratiques, donc on en ressort avec, voilà, je vais me répéter, les bonnes pratiques, voilà. Et voilà, et on se concerte finalement sur, voilà, sur nos pratiques sur le terrain. Donc, pour 2021, donc, pour cette nouvelle série, nous aborderons une nouvelle série d'ateliers en ligne qui partira finalement des expériences que vous vivez sur le terrain et voilà, et nous creuserons les réflexions éthiques qui émaneront finalement de ces expériences de terrain. Alors, le premier de cette année est consacré à l'impact des mutilations génitales féminines sur la santé mentale des personnes concernées. Alors, il s'agira ici de voir finalement quelles sont les conséquences à long terme de l'excision sur la santé mentale des filles et femmes concernées, mais aussi quels sont les impacts, aussi bien sur la santé sexuelle des personnes concernées, mais aussi les impacts psychologiques qu'ont les MGF dans la vie sexuelle des personnes concernées. Donc, il faut dire que, comme j'ai dit dans le thème, lors de mon propos, donc on a un atelier tous les 2 mois, donc ça c'est le premier d'une série de 5 ateliers. Le deuxième sera autour de l'approche interculturelle de l'excision et finalement comment se déconstruire. Le troisième, quant à lui, abordera l'approche individuelle avec les enfants. Le quatrième parlera de l'approche individuelle de l'adulte, mais aussi du groupe, enfin avec l'adulte et aussi avec le groupe, et on abordera la question d'un suivi psy individuel. Et le 5e et dernier atelier abordera la question du rapport psy et l'instrumentalisation, et ce sera organisé en partenariat avec des avocats et avocates. Voilà pour ce qui est du planning de 2022. Je vous propose directement d'aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, voilà, je l'ai répété plusieurs fois, on va aborder une thématique voilà, que je sais que vous rencontrez finalement énormément sur le terrain. Et donc, à travers cet espace que nous offrons aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger finalement sur ces expériences de terrain-là et pouvoir voilà, en ressortir avec... voilà, c'est un espace, c'est un lieu de maturation. Donc, je préfère ne pas déjà m'avancer. Alors, l'objectif de cet atelier donc, sera d'aborder la question de l'impact des mutilations sur la santé, les mutilations génitales féminines, sur la santé mentale des filles et des femmes concernées, avec un focus sur le trauma et l'impact au niveau sexuel. Et donc, voilà, je vous propose de commencer en présentant aussi nos intervenantes. Donc, on aura 2 intervenantes, Annalisa Daguano, qui est psychologue au GAMS Belgique, et Céline, que vous connaissez certainement, qui est psychologue et sexologue clinicienne au Centre de planning familial FPS Liège du réseau Solidaris. Alors, pour commencer, je vous invite à écouter cette vidéo. Et donc, après cette vidéo, voilà, je vous invite à la regarder et après, on fera un petit retour dessus. Voilà.
J'ai été excisée à l'âge de 8-9 ans. Soi-disant, c'est pour purifier la femme. La vie m'a appris qu'en fait, c'était plus pour nous diminuer une partie de notre féminité. J'ai vécu une enfance très heureuse. J'ai été très couvée par ma maman en particulier. Je me rappelle avoir été une petite fille très espiègle jusqu'au moment où m'est arrivé cet épisode, en fait. L'excision, c'est une ablation. Donc, on vous coupe le clitoris. On vous déverse de l'alcool à 70 degrés sur une plaie ouverte pour éviter les infections. Je trouve que c'est un événement assez dévastateur, en tout cas dans la vie des petites filles, parce que on est confronté à la réalité de la vie plutôt que prévu. On n'a même pas le temps et l'occasion de profiter réellement de son enfance. Il y en a qui ont la chance de pas s'en rappeler et c'est tant mieux. Mais moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle aussi des complications que j'ai eues au 8e jour suite à cette excision, où j'ai eu beaucoup de saignements et que ça a été caché à ma maman. Ma maman, je pense qu'elle a toujours essayé de faire au mieux pour s'éloigner de ce sujet. Pourtant, elle l'a vécu, donc elle sait ce que c'est. Mais c'est les voisines qui sont venues me chercher. Elle était là, mais elle était en larmes, elle était en panique. Pendant cette période d'excision, j'ai vécu chez des voisines. Après, j'avais juste besoin d'être proche de ma maman parce que quand on subit un truc pareil, c'est déjà compliqué. Et en plus d'être éloigné de nos parents, c'est encore plus difficile. Je pense que c'est une coutume qui existe depuis des années et des années. C'est tellement devenu normal et banal, on n'en parle même pas, c'est tabou. Je me suis toujours sentie différente, en fait. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Et les conséquences, après, moi, je ne suis pas médecin, mais moi, personnellement, je sais que au moment de l'accouchement, c'était compliqué. On nous explique pas réellement ce qui va se passer. On va juste nous dire que voilà, là, c'est une cérémonie qui est nécessaire pour devenir une femme. Il y a les mamans qui sont heureuses en se disant que leurs enfants vont passer ce cap-là et passer à une autre étape de leur vie. Elles l'ont vécu, mais je pense qu'elles ignorent les conséquences que ça peut générer parce qu'on leur a vendu ça comme étant quelque chose de nécessaire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place pour juste nous obliger un peu à nous soumettre, en fait. C'est quelque chose qui nous impacte dans notre vie au quotidien en tant que femme, qui nous crée des problèmes gynécologiques dont on ne se rend peut-être pas compte. Le fait de me sentir inférieure, différente des autres femmes. Et ça, c'est pas facile à gérer. Je n'en ai jamais discuté avec mon père ni avec mes frères. Et c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui parce que j'estime que les hommes aussi ont le droit de savoir qu'en fait, une femme n'a pas à subir ça. Elle a le droit juste de vivre sa vie de femme et pouvoir avoir une vie normale, tout simplement. J'ai continué de vivre, mais je sens que j'avais perdu cette petite âme d'enfant où en plus il fallait qu'on vous choisisse son mari après, où il fallait en plus accepter sans rien dire. Quand j'étais plus grande, j'ai su dire non. J'ai toujours eu le soutien de ma maman. Mon père, au début, n'avait pas compris. Mais finalement, il s'est résigné, il a accepté. Je ne voulais pas continuer à vivre sous cette voûte de tout ce qu'on nous impose, en fait. Moi, je suis arrivée en France. Je me suis installée toute seule. J'avais 23 ans. J'ai connu le père de ma fille au Sénégal, mais on a commencé réellement à se côtoyer en France. J'ai continué mes études. Pendant ces mêmes années, je me suis mariée. Et j'ai eu ma fille en 2010. Et là, je suis divorcée. Et je pense que le fait d'avoir divorcé, d'être partie de chez moi, d'avoir tout recommencé à zéro, ça a réveillé en fait une partie de cette femme qui a envie d'être une vraie maman, qui a envie d'être épanouie, qui a envie de se battre, de se donner et d'aller de l'avant. Ça a mené au fait que je rentre en contact avec la Maison des femmes et je découvre qu'il est possible de faire une réparation du clitoris parce que ça, je l'ignorais complètement. Il y a plein de gens qui le prennent pour une réparation physique, mais moi je pense que c'est plus le moral. Ça répare notre mental de façon incroyable. Il y a un vrai accompagnement, des ateliers qui sont là pour retrouver une estime de soi. Et ça a été comme une révélation. Mais entre le moment où j'ai découvert ce journal et le moment où j'ai fait la démarche d'aller à la Maison des femmes, il m'a fallu 10 ans. La réparation, je l'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, dans mon épanouissement féminin, je ne peux pas en témoigner. Normalement, au bout de 10-15 jours, on reprend sa vie. Parce que il y a eu quelques petites complications. Mais bizarrement, c'est des douleurs que j'arrivais à accepter. Parce que là, c'est mon choix, en fait. On ne m'a pas obligée. Dans ma vie professionnelle, je fonce la tête baissée, je suis meneuse, j'arrive à embarquer mes troupes. Dans ma vie de femme, je suis une personne qui manque énormément de confiance en soi, qui a du mal avec sa féminité, je pense. Mais suite à la réparation, j'ai retrouvé
de la dignité. Pour moi, rien que ça, c'est une très belle victoire, en fait. Il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont excisées, mais qu'elles ne s'en rappellent pas, en fait, et que du coup, ça n'impacte pas leur désir. Je ne peux pas le dire. Moi, je sais que je m'en rappelle et je sais que ça a impacté ma vie de femme. Ça a impacté mon droit au désir, mon droit à l'épanouissement. Parce que j'estime que quand on est femme, on a autant le droit au désir et au bonheur qu'un homme. Mais quand une femme est utilisée juste pour le plaisir de l'homme et qu'elle n'y trouve pas son plaisir, à un moment donné, ça devient un frein. Mon devoir aussi, c'est de sensibiliser toutes les mamans qui ont des petites filles pour qu'elles pensent à protéger leurs petites filles. Moi, j'ai envoyé ma fille toute seule au Sénégal en vacances. Et la première phrase que j'avais dite, c'est « Je vous interdis de toucher à ma fille ». Je suis une maman et je ne veux jamais que mon enfant vive cet épisode-là. Et je pense que le vœu de tout parent, c'est de voir son enfant grandir, s'épanouir, vivre heureux. Donc, je pense qu'en ayant les bonnes informations, déjà, ça peut réveiller pas mal de conscience et arrêter ce fléau. Si je pouvais parler à la petite fille de 8-9 ans que j'étais au moment de l'excision, je lui dirais qu'on a réussi, en fait. Qu'on s'en est sorti. Que ce n'était pas facile, que je suis fière de ce que cette petite fille est devenue parce que cette petite fille a finalement su prendre sa revanche en quelque sorte en ayant fait le choix de reprendre la dignité qu'on lui avait volée à 8-9 ans et de se sentir à nouveau femme, de se sentir à nouveau une maman digne, de réussir à s'en sortir malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, je vous donne quelques instants pour, voilà, pour digérer cette petite vidéo. Je vous invite également à partager vos impressions finalement à la diffusion de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous permet d'identifier, pardon, si madame a des signes de trauma ou de difficulté, si finalement il y a un impact sur sa santé mentale due à son excision. Je vous mets un petit lien dans la chatbox et donc vous allez juste cliquer dessus et en 3 mots, nous dire ce que ça vous évoque. Merci. Donc là, je vois que vous êtes en train d'écrire sur la petite feuille blanche. Il y a des mots qui arrivent. Déjà, 9 personnes ont partagé leur ressenti, 10 personnes. Bien évidemment, comme j'ai dit d'entame à mon propos, aujourd'hui, on se concentrera uniquement sur les conséquences de l'excision. Donc, vous avez vu, je vous ai déroulé le programme. Donc, il y aura lieu d'aborder voilà, tout ce qui concerne l'accompagnement un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est uniquement consacré aux conséquences. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle tout bas maintenant. Donc là, je vois qu'il y a 13 personnes qui ont partagé leur ressenti par rapport à la vidéo qui a été diffusée, 14 personnes.
n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur le lien et puis vous nous dites ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous évoque finalement, ce témoignage de Jane Abou. Je vais en même temps partager. Comme ça, vous allez voir ce qui est en train de s'écrire. Paf, paf. Donc, on a témoignage très pas reproduit, expérience douloureuse, émotion encore sentie, un avant-après très net, perte d'estime de soi, non-communication, malaise, souvenir traumatique, problème physique, perte d'une partie de soi, résilience, violence, perte de l'insouciance, résilience qui revient 2 fois, une émotion, une difficulté, un inconfort, une revanche, la tristesse, une mauvaise image de soi, une divulgation émotionnelle, un impact sur son identité, du courage, de la peur, des pleurs, une difficulté émotionnelle. Tristesse, féminité, amour. Voilà, je vous propose d'arrêter. Voilà, vous voyez un petit peu ce que les uns, les unes et les autres ressentent à l'issue de ce témoignage de Jane Abou. Donc, je vais arrêter cette présentation et je vais reprendre mon PowerPoint. Et donc, là maintenant, je vais laisser la parole à Annalisa. Annalisa, de par ce nuage de mots que tu viens d'observer, et voilà, on ressent de la part des participants et participantes ici présentes des mots qui reviennent tels que la violence, la résilience, et voilà, comment qualifier finalement cette violence basée sur le genre qu'a subi l'intervenante ici, enfin la Jane Abou, la femme concernée dont on a partagé la vidéo. Qu'est-ce que ça t'évoque toi, Annalisa? Je te laisse la parole. Merci Marianne. J'installe un petit peu mes notes. Quand tu as lancé la vidéo, je me suis dit, zut, on n'a pas prévenu que le contenu, qu'il fallait s'attendre à un contenu sensible. En même temps, on le sait bien. Et en même temps, même si on avait prévenu, je trouve on ne peut jamais être préparé assez à entendre ce genre de témoignage. Donc, je vais me baser sur cette vidéo pour pouvoir étayer mes propos, mais pas que. Je vais donner parfois des exemples de ma propre clinique. Et j'ai envie de commencer en disant que les mutilations sexuelles féminines en tant que violence basée sur le genre peuvent impacter la santé globale des personnes concernées, en fait. Alors, moi, je vais m'intéresser à la santé mentale en parlant précisément du psychotraumatisme pour cette présentation. Céline va parler de la santé sexuelle et reproductive, mais cela peut également avoir un impact au niveau physique, comme certains l'ont dit dans le nuage de mots, et avoir également un impact au niveau social et économique. Alors, dans tout ce que je vais dire pour vous situer un petit peu au niveau des mots utilisés, quand je vais dire événement traumatogène ou événement traumatique, j'entends un événement potentiellement qui peut potentiellement provoquer un syndrome de stress post-traumatique, un traumatisme. Et donc, quand je parle de psychotraumatisme, je parle du syndrome de stress post-traumatique au niveau clinique. Alors, j'ai commencé en disant que les mutilations sexuelles féminines peuvent entraîner des conséquences sur la santé, notamment mentale. En théorie, effectivement, être exposé à un événement de ce genre n'entraîne pas systématiquement le développement d'un syndrome de stress post-traumatique. Je dis bien en théorie parce qu'en pratique, c'est pas ce que je vois dans ma clinique.
mais on peut lister une série d'éléments qui en fait permettent aux personnes de se protéger du développement d'un psychotraumatisme, ou au contraire, on peut avoir l'autre lecture des éléments qui prédisent l'apparition d'un syndrome de stress post-traumatique. La liste que je vais citer n'est pas exhaustive, mais vous allez voir, elle nous sert en ce qui nous concerne nous. Déjà, on peut parler de l'âge. En fait, au plus la personne est jeune au moment des faits, au plus il y a de risques de développer un psychotraumatisme. Il y a la question de l'intentionnalité humaine. Si l'acte est perpétré par un être humain tel que soit, il y a plus de chances de développer un syndrome de stress post-traumatique plutôt qu'un événement climatique comme une tempête, une tornade. Autre élément, si ces personnes font partie des figures d'attachement des personnes concernées, il y a d'autant plus de chances de développer un psychotraumatisme, c'est-à-dire si c'est la mère qui participe, la grand-mère, la tante, etc., etc. Et dernier élément, s'il n'y a pas la possibilité après les événements de pouvoir parler de ce qui s'est passé pour nettoyer, pour débriefer, pour se confier, que ce soit au niveau à un professionnel ou à un membre de la famille, en tout cas d'avoir la permission de pouvoir en parler, alors ça présage aussi de la possibilité de développer un psychotraumatisme. Donc vous voyez bien que si je reprends ces éléments, on est presque pile poil dans la définition d'une excision. Vous l'entendez, Djenabou, elle dit qu'elle a été excisée entre 8 et 9 ans, donc c'est très jeune. Ben, elle est excisée par d'autres femmes, on le sait bien. La mère, on ne sait pas très bien quel est son rôle, mais en tout cas, elle a ressenti un très grand abandon de sa maman, même si sa maman était impuissante, c'est ce qu'elle a ressenti. Et alors, pas de possibilité de pouvoir en parler par la suite. Elle dit, l'excision, c'est banal, c'est normal. C'est pas reconnu comme une violence. En plus, on met un espèce de tabou dessus. Du coup, j'imagine qu'elle a eu peu de place pour pouvoir en parler. Alors attention, parce que le témoignage de Djenabou, il est particulièrement intéressant parce qu'elle parle très bien de soi-même, elle s'est très bien auto-observée, elle a fait un beau travail sur elle-même, même si quand elle parle, ça reste compliqué, il y a des choses qui se réactivent. Maintenant, dans la réalité de nos associations, les dames qu'on reçoit ne sont pas encore à ce stade-là de travail sur elles-mêmes. Évidemment, on les reçoit en fait collées à leur trauma, avec une mémoire traumatique très, très activée. On va voir toutes ces notions, on va les développer par la suite. Autre chose à tenir en compte, c'est que les personnes que l'on reçoit, en fait, cumulent les événements potentiellement traumatiques. L'excision n'est pas l'unique événement, l'unique violence de genre qu'elles ont vécu. On parle donc de pluritraumatisme, de traumatisme complexe. Et donc, il faut savoir qu'un seul événement suffit pour pouvoir développer un syndrome de stress post-traumatique par la suite. Plusieurs événements, ça augmente réellement ce risque-là. Ça augmente la gravité des symptômes, la variabilité des symptômes, la durée des symptômes, le fait que cela devienne chronique. Donc, ce sont ces femmes-là que l'on reçoit dans nos associations. Alors, au final, quand on parle de trauma, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est quoi un événement qui pourrait provoquer un syndrome de stress post-traumatique? Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans des détails académiques. Je vais un tout petit peu parler du fonctionnement du cerveau, mais vraiment un minima pour comprendre certains enjeux. Et si vous voulez développer ces questions-là, il y a un document que vous pouvez consulter qui va être mis dans le lien va être mis dans le chat. Mais donc voilà, je brosse quelque chose, un tableau très, très résumé pour l'instant. Donc, en temps normal, notre cerveau, il est capable de gérer un événement stressant. En fait, le cerveau, c'est cette partie-ci, reconnaît qu'il y a un danger. Et donc, il va s'activer pour pouvoir sécréter certaines substances qui vont préparer le corps à fournir un effort pendant ce moment de stress. Quand le cerveau analyse que le moment de stress est passé, alors il va s'éteindre petit à petit, il va mettre le corps au repos. Et la dernière étape, c'est que cet événement va être stocké dans une mémoire. Alors, c'est ce qu'on appelle une mémoire autobiographique.
Mais attention, la mémoire autobiographique, ce n'est pas une mémoire comme on peut classer, comme on a une bibliothèque qui est classée avec des livres par ordre alphabétique, par cote, par couleur, par nom d'auteur, avec un titre sur la couverture, où on peut aller chercher l'information facilement en ouvrant une page. Même cette mémoire dite autobiographique, elle ne porte pas très bien son nom, je trouve, mais en tout cas, cette mémoire qui peut se raconter ne se raconte pas dans les détails. Si je vous demande ce que vous avez fait mardi passé à la même heure, je vous laisse quelques secondes. Et je pense que vous aurez besoin de plus longues minutes pour vous rappeler ce que vous avez fait. Et donc, l'excision, cet événement potentiellement traumatique, c'est bien plus qu'un stress. C'est un stress plus. Vous allez voir, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière face à ça. Tout dernièrement, avant que je fasse la présentation, il y a une dame que je suis qui justement, on en a parlé avec elle. Elle est appelée au CGRA. Je lui explique un petit peu le fonctionnement du stress. Et elle me dit, mais ça, Annalisa, c'est plus qu'un stress, parce que le stress, je connais. Je sais gérer plus ou moins. Mais maintenant, depuis que je sais que je vais aller au CGRA, j'ai des angoisses. Je ne sais pas pourquoi. Je pleure. J'ai des palpitations. Je ne dors pas la nuit. Une hyperactivité vraiment. Hein. Tous ces sens, en fait, sont réactivés. En fait, ce qu'elle explique, et elle aussi s'exprime très bien, c'est que sa mémoire traumatique a été réactivée par la seule pensée d'aller au CGRA. Et elle-même a peur au CGRA, en parlant des violences qu'elle a subies dans l'excision, en s'écoutant, en faisant appel à ce sens-là, de réactiver à nouveau le traumatisme. On va voir ces notions-là par la suite. Donc, au final, ce qui fait trauma, en fait, c'est un événement d'une extrême intensité, émotionnelle, physique, psychique, kinesthésique, tout ce que vous voulez. En fait, le cerveau, face à un événement tel que l'excision, il ne sait pas comprendre ce qu'il arrive. Il ne peut pas fonctionner de la manière parce qu'il ne connaît pas ce qui arrive, parce que ça dépasse toute expérience qu'il a déjà eue. Et il va littéralement aller en tilt. Il va littéralement se bloquer, se figer. Il y a deux petits mécanismes, pour être un petit peu théorique, qu'on peut observer. Il y a la sidération, donc où le cerveau va complètement se figer. Et ces substances que le cerveau sécrète normalement lors d'un stress simple, on va dire, vont être trop sécrétées parce que le cerveau ne va pas être là pour dire doucement, diminue. Il ne sait pas quoi faire face à l'excision, face à un événement d'une intensité extrême. Et donc, ce qu'il va pouvoir faire, à un certain moment, il va sécréter une substance qui est proche de la morphine, il va anesthésier le cerveau. En fait, il va s'auto-droguer. C'est un mécanisme de défense, bien entendu, nécessaire à la survie à ce moment-là. Cependant, cette manière particulière de fonctionner, pendant que le danger est en cours, va être apprise et va être appliquée à nouveau par la suite, quand la personne se sent en danger, que ce soit une situation qui soit en lien avec l'excision, un petit élément qui rappelle un élément de l'excision, une couleur, un bruit, la vue d'un pagne parce qu'on était assis sur un pagne au moment de l'excision, ou même en contact avec quel que soit l'événement qui simplement vient amener un stress, vient amener un danger. En fait, pendant cette situation où le cerveau s'éteint, la personne ne ressent plus ce qu'il se passe, alors que la violence est encore en cours, très particulière. Et ce faisant, quand le cerveau s'anesthésie, il ne va pas faire la dernière étape qui est d'aller stocker l'événement dans la mémoire. En fait, l'événement va rester bloqué dans la partie du cerveau qui est en train de traiter l'événement, qui est la partie, qui est les structures qui règlent les émotions, et donc va rester figé dans cette partie-là, et ne va pas aller être classé dans la bibliothèque. Et c'est ce qu'on appelle une mémoire traumatique. On va voir par la suite qu'elle ne fonctionne pas de la même manière qu'une mémoire autobiographique. Donc, on parle d'un événement brutal, inattendu, avec une intensité extrême jamais connue avant, d'une volonté humaine. Alors, ce n'est pas de faire du mal dans l'excision, on est d'accord, mais c'est quand même une main humaine qui pose le geste de l'excision. Les personnes ressentent un grand sentiment d'impuissance parce qu'elles assistent à quelque chose très violent sans pouvoir rien faire. Et alors, il n'y a pas la peur, mais il y a l'effroi.
Et l'effroi, c'est bien plus que la peur. C'est ce qu'on éprouve au moment d'un événement potentiellement traumatique. C'est parce que le trauma nous ramène à quelque chose de l'ordre de la mort. C'est une expérience qui nous ramène proche de la mort. Et cette expérience, on ne la fait pas souvent. On ne la fait pas tous les jours. Alors, Djenabou, elle nous dit, on ne nous explique pas réellement ce qui va se passer. On va juste vous dire, voilà, c'est une cérémonie qui est nécessaire pour devenir femme. Donc, vous voyez la question de l'inattendu. Une autre personne me disait, pour l'excision, on ne te demande pas, on fait ce qu'on veut, on te prend, on te dit, on va manger, on va acheter des bonbons. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu vas te préparer pour aller à l'école pour la première fois. Et donc, cette personne dit, toi, tu pars, tu te retrouves avec tes grands-mères, dans son cas, c'était les grands-mères qui avaient excisé, et tu comprends rien. Alors, j'avais envie justement de parler un petit peu de cette question du sens et du non-sens. Je vous disais que le cerveau partait en tilt parce qu'il ne pouvait pas donner de sens à ce qui se passait. C'est un élément très important parce que dans le discours de Djenabou, on entend qu'en fait, au niveau collectif, il y a un vrai sens qui est donné à l'excision. Les femmes sont heureuses pour moi, elle disait. Tu vas devenir une femme. Donc, il y a une préparation du groupe parce que l'excision participe à la socialisation en fait, des petites filles. Il y aurait énormément de choses à dire à partir de cette vidéo, mais toute la question du genre qu'on pourrait développer à l'infini. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. Mais voilà, on peut voir bien au-delà de ce que je suis en train de dire. Et donc, collectivement, cet acte, il semble nécessaire au collectif pour pouvoir avoir ce changement de statut. Après l'excision, on rentre dans la cour des grandes, elle était devenue une femme. Et pourtant, même s'il y a un sens collectif qui est donné à la chose, cela ne protège pas ou protège peu d'un psychotraumatisme. Parce qu'au niveau individuel, Djenabou le dit très bien, les dames qui viennent nous voir nous le disent très bien, il n'y a pas de sens qui est donné à ce qui arrive. En fait, au moment où ça arrive, il reste en souvenir douleur extrême, un sentiment d'abandon parce qu'il y a une impuissance et une incompréhension et l'absence des figures aimantes ou les figures aimantes qui posent cet acte qui est ressenti comme violent. Et il y a la mort, l'expérience de la mort. Donc vous imaginez bien que sur ces trois notions, il est très difficile de construire un sens qui, à long terme, va pouvoir protéger les personnes concernées d'un syndrome de stress post-traumatique. Et en plus, il y a quelque chose à considérer aussi, c'est qu'un psychotraumatisme, en fait, il peut se développer au moment des violences, quelques jours après, quelques semaines, quelques mois, quelques années, des décennies après l'acte, en fait. Et donc, pour Djenabou, on lui dit, ben, tu vas devenir une femme. On essaie de lui donner un sens, mais pour elle, il n'y a pas de sens, parce qu'à 8 ans, j'imagine, on n'a pas envie de devenir une femme à 8 ans. On a juste envie de devenir insouciante, comme elle dit, et comme quelqu'un a repris dans le nuage de mots. En plus, Djenabou dit très bien qu'à partir du moment où elle a été excisée, son enfance s'est arrêtée, en fait. Le bonheur s'est arrêté pour elle. Il y a une autre notion sur laquelle j'aimerais bien insister aujourd'hui, c'est que je pense qu'on peut dire qu'au moment de l'événement, alors je vous ai parlé un peu des neurosciences, mais au niveau symbolique, il y a comme une mort qui opère au moment de l'excision. Il y a quelqu'un qui disait qu'il faut retravailler l'identité, quelqu'un qui parlait de l'identité dans le nuage de mots. C'est un peu ça. En fait, il y a une mort de tout ce qu'on a connu avant. Il y a quelqu'un qui disait il y a un avant et un après trauma, c'est exactement ça. Il y a la mort de tout ce qu'on a connu avant, le deuil à faire de tout ce qu'on a connu avant. Et tout est chamboulé. On n'est plus la même personne par la suite. Au moment même de l'excision, considérer la violence, la brutalité, le non-sens, la surprise, voilà tout ce qu'on a dit, je pense qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il peut opérer un sentiment de désappartenance. C'est alors qu'en fait, l'objectif, c'est d'inclure dans le collectif. Moi, je pense qu'on peut voir les choses de ce point de vue-là, parce que je pense qu'il y a un questionnement qui s'opère. Des êtres humains sont capables de faire ça, d'autres
sont capables de me faire ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et je pense que ce qui reste chez les enfants, chez les jeunes et les adultes excisés, c'est en faisant cette présentation que je l'ai écrit pour la première fois. Je pense que ça a du sens. C'est juste l'expérience de se sentir agressé, en fait, par un autre être humain, alors que la volonté n'est pas celle-là. Mais ce qui reste, c'est celle-ci. Et donc, Jenabou, elle dit, en fait, j'ai continué à vivre comme s'il y avait un doute. En fait, j'ai failli mourir. Psychiquement, physiquement, j'ai failli mourir, mais moi, j'ai continué à vivre. Mais je n'étais plus la même. Le trauma transforme. Et je pense qu'il transforme à différents points de vue. Jenabou, elle dit, j'étais une petite fille espiègle jusqu'au moment où, et puis elle n'était plus espiègle, et puis elle n'était plus petite fille. Elle dit aussi combien cela a impacté la confiance qu'elle a en elle. Quelqu'un le disait aussi dans le nuage. Elle dit combien, dans sa sphère professionnelle, elle est une super-héroïne, et dans sa sphère privée, elle ne l'est pas du tout. Il y a des personnes qui disent qu'à partir du traumatisme, de l'acte traumatique, elles ne se sentent plus en sécurité nulle part et jamais. Et donc, les questions, je pense, qu'elles se posent, c'est est-ce que je peux encore faire confiance aux autres? Est-ce que je peux faire confiance à l'être humain? Parce que l'être humain m'a blessée. C'est des personnes que j'aime qui ont participé. Je me sens trahie. Donc, vous voyez comment ça vient toucher la question de la socialisation pour plus tard. Ça explique des choses par rapport à la manière dont les personnes socialisent avec nous en tant que professionnels. Et il y a aussi un chamboulement, je pense, dans tout traumatisme, en fait, il y a un chamboulement par rapport à la façon dont on envisage le monde. À partir du moment où il y a eu trauma, il y a, en fait, ça vient lancer un message qui est « le monde est imprévisible ». Ça allait bien jusqu'à tes 8 ans, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'horrible qui est arrivé. Et ce message s'inscrit à l'intérieur des corps, des mémoires, et donc on va comprendre le monde sous une autre manière. Tout peut arriver, des choses atroces peuvent arriver. Et en plus, ces choses-là, elles peuvent être provoquées par des personnes qui m'entourent, que j'aime. Est-ce que les humains peuvent vraiment faire ça? Alors, ça pourrait peut-être arriver à nouveau. Vous voyez comment se construit le sentiment d'insécurité. Et du coup, comment est-ce que je peux me sentir en sécurité dans un tel monde? Alors, je spoil un peu par rapport au webinaire qui va traiter la question de l'accompagnement, mais une des grandes choses à faire avec des personnes qui ont vécu des événements traumatiques, c'est la réhumanisation, c'est la resocialisation. Et ça, tout le monde peut le faire à tout niveau, et tout le monde le fait. Tous les intervenants autour des personnes concernées le font, pas seulement la psy, parce que c'est tout ce qui va faire partie de l'accueil, de la bienveillance, de l'écoute, du respect. Et tout ça, j'imagine que ça va bien être expliqué par la suite. Alors, j'arrive presque à la fin. Un des derniers points que je vais envisager avant la conclusion, c'est la question de l'actualisation du traumatisme. Donc, pour une personne traumatisée, le passé, c'est le présent. Vous le voyez chez Jenabou, alors on voit qu'elle a bien travaillé sur elle-même, mais tout se réactive. Alors, pourquoi le passé et le présent? Parce que comme le cerveau, il n'a pas fini de traiter l'information, en fait, que le cerveau s'est anesthésié avec l'événement stocké dans cette centrale des émotions, qu'il n'a pas été mis en catalogue, qui n'a pas été classé. C'est comme si l'événement est toujours actif dans la tête, dans le cerveau des personnes. Et le trauma, en fait, allume une centrale d'alarme. Et si cela n'est pas classé, la centrale d'alarme, on va dire symboliquement, reste tout le temps activée. Parfois, elle est en veille, et parfois, elle se réveille un peu, beaucoup, passionnément. Et donc, on peut parler d'actualisation du traumatisme, de cette mémoire traumatique qui se réveille. On le voit dans le comportement de Jenabou, avec des pleurs, la voix qui change, une agitation physique. En fait, on peut imaginer que tout ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est comme ça qu'elle a réagi en partie, et puis tout ce qu'on ne voit pas au moment de l'excision. Et dans le discours aussi, chez les personnes qu'on suit, on peut entendre également la réactivation de ce traumatisme. C'est des dames qui disent, je pense de manière incessante au futur, qu'en fait, il n'y a pas de futur, il y a une impossibilité de voir un futur, il n'y a pas de projection vers le futur.
j'ai des images qui me reviennent dans la tête pendant que je lave mon enfant, de l'excision. Et c'est des images incontrôlées, en fait, qui font effraction dans le psychisme. Ou bien je fais des cauchemars de ce qui est arrivé, ou des cauchemars où elles se sentent en danger, où elles sont poursuivies, où elles sont tuées. Ou des réviviscences sensorielles. Il y a une dame que je suivais il y a longtemps qui, quand elle se mettait au lit le soir, elle sentait que quelqu'un appuyait sur son corps. Et alors, elle ne savait plus bouger. Et elle faisait, par association d'idées, elle mettait ça en lien avec les femmes qui l'ont tenue au sol lors de l'excision. Donc, avec tout ça, vous imaginez bien qu'une mémoire traumatique impacte la manière dont on va aller chercher l'information et dont on va parler de ce qui s'est passé. La récupération des données, des informations, elle est complexe. Les souvenirs sont par morceaux. Le discours peut sembler imprécis. La parole hachée, incertaine, on peut sentir qu'il y a peut-être un doute dans la prise de parole. Le discours va peut-être être basé au niveau sensoriel et émotionnel, puisque l'événement s'est bloqué à ce niveau-là. Ou au contraire, la personne, au lieu de pleurer, de montrer une certaine difficulté émotionnelle, va complètement être stoïque. Souvenez-vous, le cerveau s'est éteint au moment des fêtes, et donc elle reproduit ça pour pouvoir se protéger, parce que si elle sent la douleur que ça provoque, ce qu'elle est en train de dire, ce serait ingérable pour elle. On pourrait être face à de la confusion, à des détails qui semblent manquer, à des contradictions, à des oublis, et parfois même à un mutisme. Donc, ça pose vraiment la question de comment les instances d'asile attendent qu'une personne soit capable de restituer un récit, alors qu'une mémoire autobiographique, donc non traumatisée, ne peut pas restituer les événements de manière détaillée, en fait. Donc, vous imaginez bien la mémoire traumatique. Donc, en conclusion, je terminerai avec ça. Pourquoi tout ce que j'ai dit, à part le fait, je pense que c'est très intéressant, évidemment, de comprendre le fonctionnement de l'humain. Je pense que ce genre de webinaire, quelle que soit l'intervention, vient à soutenir la capacité d'agir de vous tous et toutes, c'est-à-dire de vous empowerer, d'augmenter vraiment votre empowerment pour pouvoir savoir. Quand on sait, on dit quand on sait, on peut mettre les choses en place. Ça permet de comprendre le comportement de certaines personnes qui nous entourent. Ça permet de déconstruire des idées reçues qu'on se fait parfois moi-même encore maintenant, après des années au GAMS. Je me dis, mais enfin, ça fait 4 fois qu'elle rate son rendez-vous. Est-ce qu'elle est vraiment investie? Non, c'est peut-être la mémoire traumatique en fait qui agit. Donc ça permet d'adapter ses idées à soi, de diminuer sa frustration, d'adapter ses comportements pour pouvoir améliorer le travail et le travail de lien, parce que ce qu'on fait, c'est essentiellement un travail de lien. Et dans un deuxième temps, ça permet d'identifier des personnes qui pourraient souffrir d'un psychotraumatisme. Et si vous pouvez l'identifier avec ces différents éléments, vous pouvez ouvrir un espace de parole et pouvoir l'orienter en fait vers un accompagnement psychologique. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Merci beaucoup Annalisa, merci pour tous ces éléments dont je suis sûre qui font écho aux participants et participantes ici présents. Dans le développement que tu faisais tantôt, justement, j'ai perçu justement finalement cet impact-là sur la vie sexuelle, comme elle disait, ma vie de femme a été impactée. Donc du coup, je propose à Céline, qui est psychologue et sexologue clinicienne du Centre Planning Familial FPS de Liège, pour pouvoir continuer à nous étayer sur cette question. Céline, pourquoi est-ce qu'on parle finalement de l'impact sur la santé sexuelle dont parlait Jenabou dans cette vidéo? Et voilà. Et je vois aussi que ce qui ressort de cette vidéo aussi, c'est qu'il y a aussi un impact psychologique de ce trauma-là dans sa vie sexuelle. Je te laisse la parole, Céline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci. Oui, voilà, bonjour à tout le monde. Alors oui, moi je vais vous parler en effet de la santé sexuelle.
Pourquoi? Eh bien parce que souvent la santé sexuelle, c'est un peu l'oublié en fait au niveau de la prise en charge que l'on peut proposer à ces dames qui sont concernées par l'excision. Or, on sait quand même que la santé sexuelle est vraiment liée à la santé mentale par différents biais. C'est un aspect de la vie qui est à la fois naturel et à la fois très important. Et donc la santé sexuelle, elle est oubliée et on peut identifier différentes raisons à cela qui sont d'ailleurs plus ou moins valables. On peut considérer par exemple que ça n'est pas une priorité, que ça n'est pas si important, que c'est secondaire et ce qui parfois, au vu des situations, au vu de l'insécurité dans laquelle vivent certaines dames qui sont par exemple dans des procédures de demande d'asile, ça n'est pas faux. Hein, donc ça peut s'entendre. On peut considérer aussi que c'est une affaire privée. Il faut dire aussi que parler d'intimité, de sexualité dans une relation soignant-soigné ou entre un bénéficiaire et un intervenant psychosocial, ça n'est pas quelque chose de si évident. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude. C'est même quelque chose qui n'est pas enseigné. On peut avoir peur d'être maladroit, peur d'être intrusif. On peut se sentir illégitime aussi d'aborder la question de la sexualité. Et puis, il y a tout le voile du tabou. La sexualité reste quelque chose de tabou, même dans nos sociétés. C'est tabou pour ces dames qui ont vécu l'excision, c'est tabou pour les intervenants aussi. L'excision en elle-même, les mutilations génitales féminines, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui touche énormément et qui confronte énormément. Et puis, on peut tout simplement se sentir aussi pas suffisamment formé ou pas outillé ou simplement ne pas être assez sensibilisé à ça. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais on se rend bien compte à quel point ce n'est pas quelque chose qui est évident et pourtant, c'est important. Même au niveau des consultations gynécologiques, c'est quelque chose qui est peu discuté. Or, je trouve qu'il y a là vraiment un vrai enjeu, en fait, hein, pour raccrocher ces dames à une prise en charge pluridisciplinaire. Tant au niveau justement de la prise en charge, mais qu'au niveau de leur évolution individuelle aussi. Pour qu'une femme puisse justement se réapproprier son propre corps. Quand on ouvre le dialogue sur la sexualité, ça donne une autorisation, ça donne une valeur, ça donne une importance. C'est vraiment, pour elle, ça peut vraiment devenir une opportunité pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir dire les difficultés, les douleurs, les besoins, aussi la méconnaissance autour de toute la sphère sexuelle. C'est vraiment, je trouve, ça peut vraiment devenir une voie royale pour avoir accès à leur propre intimité qui jusque-là a été bafouée, maltraitée, violentée, utilisée au profit d'un autre, au profit des autres. Donc, je le disais, la santé sexuelle, eh bien, elle a son importance. C'est même d'ailleurs un droit. Elle est directement liée à la qualité de vie et d'ailleurs, qualité de vie et santé sexuelle s'influencent mutuellement. On sait par exemple que les hormones libérées lors de l'activité sexuelle favorisent le lien entre le partenaire. Ça joue un rôle dans le processus de l'attachement. Le sentiment d'amour, le désir, les rapports sexuels réduisent le stress aussi. Ce sont là quelques exemples voilà, de l'impact d'une sexualité que l'on pourrait qualifier d'agréable, de satisfaisante sur le bien-être. C'est donc une ressource qui est quand même très intéressante voilà, pour la vie de tout un chacun. Alors avant d'aller plus loin, moi j'aime quand même bien qu'on puisse s'entendre sur les mots qu'on utilise et donc je voulais vous proposer la définition que l'Organisation mondiale de la santé propose. Parce que santé sexuelle, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre ou, voilà, ou auquel on réfléchit beaucoup. Et je trouve que la définition est intéressante. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il s'agit d'un état de bien-être, un état de bien-être qui est physique, mental et social. Et que cet état de bien-être ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Et ça me paraît être un élément vraiment essentiel. Cette définition, elle dit aussi que ça s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles.
et aussi comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, donc de toute contrainte, de discrimination et de violence. Et enfin, que la santé sexuelle, pour qu'elle puisse être assurée et protégée, eh bien, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués. Donc voilà, j'attire votre attention vraiment sur cette notion de bien-être qui est première dans cette définition. Et puis, on retrouve déjà 3 dimensions bien distinctes, le physique, le mental et le social. Donc, tout ne se joue pas uniquement au niveau du corps quand on parle de sexualité. Or, justement, les mutilations génitales féminines, elles ont la particularité de venir toucher d'une façon assez grave le corps. Elles ont un impact direct sur la physiologie sexuelle. Elles endommagent des structures anatomiques qui sont directement impliquées dans la réponse sexuelle de la femme. Évidemment, on pense assez rapidement au clitoris. Le clitoris, c'est un organe, je le rappelle, qui est vraiment unique. C'est-à-dire que c'est le seul organe humain qui a pour seule et unique fonction le plaisir. Et il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent chez l'homme. Le clitoris a des structures internes et externes. Au niveau des structures externes, c'est le gland clitoridien, c'est la partie que l'on connaît le mieux, qui en fait est composé de tissu érectile et qui est rempli de terminaisons nerveuses, 2 fois plus que le gland masculin. Et donc, pendant la réponse sexuelle, le gland clitoridien va s'engorger, il va se gonfler de sang et donc sa sensibilité va augmenter. Au niveau des parties internes, il y a le corps et les piliers. Ce sont des parties qui entourent l'orifice vaginal. Les piliers sont faits aussi de tissu érectile. Donc, au moment de la réponse sexuelle, ça se gorge de sang aussi. Et donc, la sensibilité augmente aussi. Ce qui est important à garder en tête par rapport aux mutilations génitales féminines, c'est que cette partie-là interne, leur fonction sexuelle reste intacte malgré qu'il y a eu une mutilation. Ce qui n'est pas le cas du gland clitoridien, puisque lui, c'est la partie en général qui est la plus touchée, parfois en partie, mais parfois totalement. Mais le clitoris n'est pas la seule partie qui est impliquée dans la réponse sexuelle. Il y a aussi les lèvres externes. Alors, je dis lèvres externes, plus communément, on dit les lèvres, les grandes lèvres. Les lèvres externes aussi, elles vont subir une congestion pendant la réponse sexuelle. Les lèvres internes, donc du coup les petites lèvres, les lèvres internes, donc il s'agit c'est un repli de peau qui est riche en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins, et elles subissent, elles, un gonflement assez important et ça, qui entraîne une sensibilité assez accrue. C'est une partie qui a son importance aussi au niveau de la réponse sexuelle. Au niveau de l'urètre aussi, toute la zone de l'urètre, tous les tissus environnants vont aussi se gonfler de sang, avoir une congestion, et la sensibilité va augmenter aussi. Et puis, il y a le vagin et l'orifice vaginal. Le vagin est un organe extensible qui peut se contracter de façon volontaire ou involontaire pendant la réponse sexuelle. Et on va voir que les difficultés sexuelles peuvent venir soit de contractions involontaires qui vont compliquer les rapports sexuels, voire les rendre douloureux, soit justement d'une absence de contraction volontaire, donc un peu comme une sorte d'immobilité au niveau vaginal qui ne permet pas d'aller chercher des sensations au niveau vaginal. Il faut dire que là, il y a aussi une particularité chez toutes les femmes, c'est que cet organe sexuel, le vagin, est un organe interne et il est peu stimulé. Il n'est d'ailleurs en général pas stimulé avant le début de la vie sexuelle. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment être à découvrir pour chacune. Ce sont des sensations qui sont nouvelles, que l'on ne connaît pas, qu'il faut accueillir et qui vont s'érotiser aussi au fil des expériences. C'est tout un processus. Ce qui est très différent des garçons, puisque
les garçons, leur appareil génital est externe et donc la stimulation est beaucoup plus importante depuis tout petit, de par les soins maternels, de par le contact avec le linge, avec les vêtements. Voilà, il y a une stimulation qui est beaucoup plus évidente, donc des sensations qui sont plus connues. Que chez la femme, il y a vraiment une découverte. Ça, c'est un élément important parce qu'on va voir un peu plus loin à quel point les mutilations génitales viennent vraiment, enfin, on peut même dire empêcher ce processus d'érotisation de ces sensations-là. Donc, quand on parle de mutilation génitale féminine, on parle d'ablation. Il y a ablation et il y a aussi, j'insiste, une détérioration des tissus sexuellement sensibles. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des choses que l'on enlève, qui ne sont plus là, et il y a aussi, dans les tissus qui restent, une détérioration. Et donc, les sensations sexuelles sont réduites. Le tissu cicatriciel, la peau, quand elle est cicatrisée, elle présente des propriétés qui sont différentes. La peau qui est cicatrisée, elle peut devenir insensible, voire hypersensible. Il peut y avoir des grandes différences individuelles. C'est un tissu qui est moins élastique, qui est moins extensible, donc qui ne répond pas de la même façon à la congestion. C'est un tissu qui est plus propice aux irritations, aux blessures. Donc, on voit déjà à quel point ça vient impacter de façon vraiment, au niveau pratico-pratique, la réponse sexuelle chez la femme. Et puis, il peut y avoir des complications au niveau des cicatrices. Donc là, on est au niveau de complications médicales. Il peut y avoir des névromes. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus techniques, mais il peut y avoir des kystes, des abcès, des névromes, voilà, des cicatrices qui posent problème, qui sont douloureuses, qui se blessent sans arrêt. Avec tout ça, on peut facilement imaginer, d'ailleurs on le constate dans nos cliniques, que les mutilations génitales féminines, évidemment, génèrent toute une série de troubles sexuels. Des troubles sexuels qui, par ailleurs, peuvent exister en dehors des mutilations génitales féminines. On parle de dyspareunie, donc ça, ce sont les douleurs que l'on peut ressentir lors des rapports sexuels. On parle de vaginisme, c'est lorsque la pénétration est difficile et ou douloureuse, voire impossible, due justement à une contraction involontaire des muscles périnéaux. On parle d'anorgasmie, donc une difficulté, voire une incapacité à atteindre l'orgasme, ou j'irais même plus loin, à ressentir du plaisir, à avoir des sensations agréables lors de l'activité sexuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle le désir sexuel hypoactif. Donc là, c'est quand le désir sexuel est plutôt faible, voire absent, voire un désintérêt total pour la sexualité. Et donc, les patientes qui sont concernées par l'excision sont sujettes à ces troubles et parfois elles les cumulent. On a pas mal parlé des organes génitaux. Ce ne sont pas les seuls déterminants de la réponse sexuelle. La sexualité n'est pas qu'une affaire de pure technique. Elle est multifactorielle. Et c'est là que ça se complique, en fait. Elle est influencée, elle est impactée par différents facteurs. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs socioculturels, des facteurs interpersonnels et des facteurs psychologiques. On peut imaginer ça un peu comme un gros sac de nœuds, parce que tout est en interaction et c'est assez complexe. Et je veux dire, les nœuds se forment de façon différente d'un individu à l'autre. Au niveau des facteurs biologiques, on vient d'en parler pas mal au niveau notamment de tout ce qui pouvait être les lésions génitales. La mutilation crée des lésions génitales. Ça peut être aussi voilà, quand on est malade ou quand on a une maladie chronique, quand on a des infections au niveau génital ou quand on a une autre blessure au niveau du corps, quand on prend des médicaments, quand on a les variations hormonales chez la femme viennent impacter aussi la sexualité. Les hommes et les femmes à ce niveau-là ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Et tout ce qui est la question des contraceptifs aussi, qui vient aussi perturber tout ça. Au niveau des facteurs socioculturels, là, on parle vraiment des pratiques et des croyances qui sont préjudiciables sur la sexualité. Donc, par exemple, je vais commencer par ça, par donner un exemple.
ce qu'on peut entendre souvent, donc d'un point de vue plutôt culturel, c'est le plaisir sexuel de l'homme est plus important. Ou le sexe est plus agréable pour les hommes si une femme est sèche. Voilà. On pourra en donner plein d'exemples, hein, mais c'est vraiment des croyances en fait qui sont sociétales, qui sont culturelles et qui ne valorisent pas le plaisir féminin. Et ça va vraiment empêcher la femme d'apprécier ses relations sexuelles. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu intégré de ces croyances-là au niveau individuel. Au niveau des facteurs interpersonnels, ben là, on est vraiment sur toute la question justement de la relation conjugale, de la relation à l'autre. Les dames que l'on rencontre dans nos cliniques, on sait bien, ont souvent vécu bien plus que les mutilations génitales féminines. On parle de violences basées sur le genre, de violences intrafamiliales, de violences conjugales. Souvent des dames qui ont des parcours de vie où la violence est un continuum en fait et parfois l'excision est le démarrage de toute une série de violences basées sur le genre qu'elles vont connaître tout au long de leur vie. Et donc évidemment, tout ça vient impacter évidemment le rapport à l'autre et la sexualité. Si on se penche un peu plus précisément sur les facteurs psychologiques, là, il peut y avoir aussi des convictions personnelles qui sont quand même liées forcément à tout ce qu'on peut, aux croyances socioculturelles et qui sont préjudiciables, c'est-à-dire par exemple, donc c'est vraiment la façon dont on perçoit la sexualité. Par exemple, les relations sexuelles sont sales ou c'est uniquement pour faire des enfants. Donc c'est sale de désirer en dehors de la procréation. Ça n'est pas normal, c'est pas ce qu'on attend des femmes. Ou c'est pour satisfaire les hommes. C'est pour être une bonne épouse. C'est normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels. Il ne faut pas en faire tout un plat, c'est le lot des femmes. Quand on a une mutilation génitale féminine, eh bien, on est incapable d'apprécier le sexe. Ce sont des croyances qui viennent arrêter quelque chose, qui viennent empêcher quelque chose. Justement, la découverte de tout le potentiel sexuel. La croyance que l'excision prive de tout accès au plaisir sexuel. Eh bien, ça vient empêcher justement l'exploration et le développement des capacités du corps à obtenir des sensations agréables. Et le trauma, le traumatisme psychique, il vient quelque part un peu renforcer aussi ces convictions-là. Pourquoi? Parce que il y a un mécanisme de défense psychique, il y a un mécanisme de survie en fait qui se met en place, qui va venir un peu confirmer. C'est ce qu'on entend un peu dans le discours des dames et au niveau sociétal aussi. Il y a une banalisation. J'ai déjà donné des exemples de ça, du type c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est normal, c'est ce qui est attendu d'une femme. C'est normal d'avoir mal, il faut passer par l'excision, c'est une nécessité. On l'a vu avec Annalisa, tout ça vient déshumaniser et ça connote le vécu des femmes d'une certaine fatalité. Je le disais, ça vient arrêter quelque chose. Là où le développement de la sexualité nécessite une exploration, nécessite du temps. Donc, au niveau des facteurs psychologiques, il y a aussi l'importance de l'image du corps. Une image du corps qui est plutôt assez négative dans ce qui est transmis par la mutilation génitale féminine. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui vient se poser et en transmettant le message que le sexe de la femme n'est pas bien tel qu'il est. Il va causer des soucis tel qu'il est. Il nécessite une intervention. Sa nature n'est pas bonne. La mutilation génitale est importante alors là on trouve des raisons diverses et variées pour purifier, pour des questions d'esthétique, et souvent ce n'est pas l'une ou l'autre, ce sont des raisons qui sont entremêlées. L'autre versant de ça, par rapport à l'image du corps, c'est que
certaines dames viennent aussi témoigner de ça, qu'elles se sentent incomplètes en tant que femmes. Souvent, ce sont des femmes qui ont un peu cheminé aussi, qui en arrivent à ce type d'éprouver, de se dire, ben, moi maintenant, par rapport à mon vécu, ben voilà, je me sens incomplète. Et on le retrouve très fort dans le témoignage de Jenna Boo qu'on a vu tout à l'heure. Elle dit quelque chose de ça quand elle parle que sa féminité a été réduite. On se sent incomplète. Il y a de la honte, il y a un schéma corporel qui n'est plus complet, il y a un trou. On a enlevé quelque chose, on les prive de quelque chose, d'une part de leur féminité. Au niveau symbolique, c'est très important. Là, on voit qu'on est au-delà de l'anatomie. Dans ces cas-là, le recours à la reconstruction clitoridienne peut vraiment être une indication très intéressante pour ces femmes qui ont ce type de vécu par rapport à leur corps. Et puis, voilà, il y a tous les problèmes et les troubles de santé mentale. Donc, on a parlé du stress post-traumatique, évidemment, avec tout ce qui est associé à cela. La faible estime de soi, le sentiment d'insécurité, l'hypervigilance, le sentiment de trahison, la perte de confiance en l'autre, qui est quand même quelque chose au niveau de la socialisation qui est très puissant, hein, ne plus pouvoir faire confiance à l'autre. Ça diminue vraiment l'intérêt et l'accessibilité en fait à une vie érotique, à une vie sexuelle qui soit satisfaisante. Il y a tout le stress aussi. Le stress, on sait, est un ennemi de la sexualité, tout comme la sexualité vient aussi contrer ce stress. Hein. J'ai commencé par ça tout à l'heure en disant à quel point ça pouvait être aussi une belle ressource justement pour diminuer le stress et augmenter le bien-être de façon générale dans la vie. C'est quand même un élément de la vie qui est important par rapport au bien-être. Toutes les expériences traumatisantes passées ont un impact. Là, on parle vraiment de l'impact de la douleur et de la peur. On l'a bien vu dans ce qu'Annalisa a expliqué tout à l'heure, c'est rien que d'évoquer la possibilité d'un rapport sexuel peut venir réveiller le traumatisme. Il y a une activation de la peur. Or, au niveau du corps, ce qui se passe quand on a peur, c'est qu'il y a une activation du système cardiovasculaire. On peut avoir des palpitations cardiaques, le souffle un peu court, la tension artérielle augmente, et ce sont des indicateurs sexuels. Voilà le lapsus justement, ce sont des indicateurs corporels qui existent aussi dans la sexualité. C'est-à-dire qu'au moment de la réponse sexuelle, ce sont des sensations corporelles qui parfois peuvent aussi venir complètement court-circuiter ces dames dans leurs éprouvés. C'est-à-dire que quand bien même elles auraient envie et à se laisser aller dans une sexualité, dans la découverte de sensations, au moment de l'excitation sexuelle, quand il y a ces éprouvés corporels, ça peut devenir très compliqué pour elle parce qu'il y a une confusion. Les sensations corporelles viennent la ramener au trauma parce qu'elle n'a pas pu érotiser ces sensations-là. Alors, je pense qu'on peut passer les petites vidéos, Marianne. Donc, voilà, on a deux petits témoignages, des petites vidéos assez courtes qui, je trouve, peuvent vraiment venir illustrer ce que je viens de dire. Et puis, j'aurai encore des choses à partager avec vous juste après. Je fais ça tout de suite, Céline. Merci. Je t'en prie. Ce que moi j'ai envie de savoir, Lucie, c'est que c'est difficile hein, quand tu en parles. Je sais que c'est difficile. Tu as encore les séquelles, tu t'en souviens comme si c'était hier. Oui. Est-ce que ça a eu des répercussions sur tes relations amoureuses? Oui. Beaucoup? Oui. D'accord. Dis-nous. Parce que généralement les hommes là, quand vous allez, c'est toi-même, toi la femme déjà, tu ressens déjà un blocage au niveau sexuel même. C'est-à-dire qu'il y a des parties que tu ne veux pas qu'on te touche.
pour te déshabiller, c'est-à-dire pour mettre ta nudité même, tu n'es pas prête. Tu veux pas te mettre Tu nue. veux pas. Et puis, lors des rapports, souvent même, tu as mal parce que tu n'arrives pas à être lubrifiée comme une femme normale, quoi. Ah là là. D'accord. Est-ce Ça que n'est votre pas le mari plaisir, est-ce que votre mari était au courant de ce que vous avez vécu? Bon, parce que c'est pas tous les hommes qui en parlent. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, comment aborder le sujet avec ton partenaire? Ouais. Il y a des hommes, quand ils découvrent net, ils te laissent, ils te disent que tu es une femme maudite. Oui, oui. J'ai eu un homme comme ça. Et puis, c'était lors de notre premier rapport. Dès qu'il est arrivé, dès qu'il dit, j'ai été une femme, il dit oui, oui. Il dit non, non, pas c'est une femme maudite. Non, c'est méchant comme ça. Ça m'a... Vous avez perdu confiance en vous, en fait, avec Voilà. ça vous a brisé déjà comme vous étiez brisé. Tu l'as pas briefé avant un peu pour lui dire. Non, voilà. non. Toi-même, tu n'as pas le courage. C'est difficile même. C'est difficile parce que comment la personne va réagir, c'est un peu difficile. D'accord. C'est difficile. On passe à la suivante. Quand mon mari vient vers moi, j'ai toujours peur et je ne ressens rien. Je dis parfois à mon mari, je dis, je suis un moumi. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il ne savait pas avec l'excision. Moi aussi, je ne savais pas. C'est après, quand je me suis rendu compte avec l'excision, tout ça, à GAMS, ils m'ont expliqué tout ça. Je l'ai expliqué. J'ai dit, écoute, tiens, tu sais, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai mal, pourquoi je n'ai pas envie, c'est à cause de ça et à cause de l'excision, à cause de ça. Il a compris. Mais parfois, il n'arrête pas, parfois, il arrête. Ça dépend des jours. Voilà, Céline. Merci. Voilà, dans la première vidéo, on voit que Lucie donc, est vraiment... il y a la question de, elle le dit d'ailleurs, comment parler. On voit à quel point c'est une vraie question. Cette personne, elle est victime de discrimination du fait d'être excisée. Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre quand même pas si rarement dans nos cliniques. Voilà, des dames qui trouvent des partenaires sexuels et puis qui se trouvent vraiment discriminées, jugées du fait d'être excisées. Et donc là, voilà, ça renvoie aussi au schéma corporel, au sentiment d'être incomplète et à la honte de ne pas être une vraie femme. Enfin voilà, il y a parfois des éprouvés de ce type-là. Et on voit que même dans la parole, c'est difficile de faire confiance, d'aller déposer chez l'autre. Voilà ce qui m'est arrivé, donc au niveau de ma sexualité, voilà ce qui se passe. Voilà, on sent que chez Lucie, elle le dit, hein, comment il va recevoir ça? C'est difficile d'envisager de pouvoir parler de ça. On voit que ce qu'elle problématise, c'est vraiment le fait d'être nu, de se mettre à nu, et les douleurs lors des rapports sexuels. Elle parle du toucher aussi, hein, qu'il y a des parties qu'on ne peut pas envisager les toucher. On sait que le toucher est un sens extrêmement important dans la sexualité. Et ça empêche une certaine exploration aussi. Exploration avec soi-même ou avec son partenaire. Ça vient empêcher ça. Dans le témoignage d'Oumou, la deuxième vidéo, ce qu'elle problématise, elle, c'est aussi les douleurs et le fait de ne pas avoir envie. Elle dit, la première chose qui vient, donc quand mon mari vient vers moi, on voit bien que ce n'est pas qu'une question de technique sexuelle, on voit bien toutes les autres dimensions de la sexualité, c'est-à-dire que rien que au moment où, quand le rapport sexuel est évoqué d'une façon ou d'une autre, il y a la peur qui vient en premier. La peur vient en fait prendre la place du désir. Il n'y a pas de place pour désirer. Il y a un autre mécanisme qui se met en place. Et elle dit, je ne ressens rien. Et ce qui est fort intéressant, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre quand même souvent, je trouve, elle ne faisait pas forcément le lien avec l'excision. Ça peut paraître curieux. En fait, bon, je vais catégoriser un petit peu, mais voilà, il faut toujours faire attention quand on fait des généralités, mais je trouve que c'est quand même assez parlant. Il y a des dames qui vont tout mettre, qui vont vraiment être centrées sur l'excision et tout expliquer, tout s'explique
même des douleurs parfois gynécologiques qui ne sont pas en lien avec l'excision, mais tout est à cause de l'excision. Et d'autres dames, au contraire, qui ont des difficultés que l'on peut facilement relier à l'excision, mais qui ne font pas le lien. Ça montre bien aussi justement à quel point c'est complexe d'intégrer. Ça, c'est dû vraiment au traumatisme psychique. Ce qui est intéressant, je trouve aussi chez Oumou, c'est qu'elle dit quand mon mari vient vers moi. Donc, on voit que même au niveau du vocabulaire, ce n'est pas un vocabulaire sexuel, ça n'est pas érotisé. Elle ne dit pas quand mon mari me désire et qu'il souhaite un rapport sexuel. Non, c'est quand il vient vers moi, je ne sens rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où elle a eu elle-même des explications sur son propre corps, sur ce qui lui est arrivé, ça prend une valeur de communication dans le couple. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant dans le témoignage. Ce que j'ai encore envie de partager avec vous, si j'ai encore un peu de temps, Marianne? Oui, Céline, tu en prends. D'accord. Alors, les mutilations génitales féminines, elles viennent vraiment percuter le développement psycho-affectif et sexuel. C'est vraiment un point d'arrêt où la douleur extrême, la douleur inassimilable psychiquement, hein, donc c'est ce qu'Annalisa a expliqué au niveau psychique, hein, cette douleur qui est insensée, cette douleur qui est inattendue, vient prendre toute la place dans cette zone du corps. C'est un événement hors sens. Les petites filles ne sont pas préparées, les petites filles ne sont pas informées, les petites filles, ça leur arrive. Et c'est une entrée dans la sexualité à un âge quand même assez précoce, hein, quand on regarde les âges auxquels sont pratiquées dans la majorité des cas les excisions. Ces femmes, en fait, font leur entrée dans la sexualité avec la mutilation génitale féminine, mais qui vient transmettre un message qui est hyper puissant et un message qui n'a pas besoin d'être dit, d'être mis en parole. C'est un message qui est mis en acte et qui est très puissant et qui dit quelque chose un peu comme ça, c'est tu es un objet. Hein, et en plus, c'est insatisfaisant parce que il faut intervenir, hein, il faut intervenir sur ce sexe féminin. Il faut intervenir pour que tu deviennes une femme. Donc, ça touche à l'identité, hein, l'identité être une femme. Et pour satisfaire le plaisir d'un autre, le plaisir de l'autre avec un grand A, hein, le plaisir de la communauté, mais le plaisir des partenaires, enfin, du partenaire sexuel. Et donc, c'est vraiment ce message puissant, c'est de devenir l'objet, un objet, donc pas un être humain, hein, objet du plaisir de l'autre. Il y a une absence totale aussi de l'éducation à la sexualité. C'est un sujet qui est tabou. Et alors, j'aime bien mettre ça en lien avec le fait que le mécanisme du traumatisme, c'est aussi un mécanisme qui est transgénérationnel, c'est-à-dire que les générations précédentes qui sont elles-mêmes traumatisées vont avoir cette difficulté en fait à parler, à transmettre quelque chose de ce trauma aux générations suivantes. Je pense que ça fait partie du mécanisme du silence aussi. Il y a quelque chose qui, parce que ça n'est pas assimilé, parce que ça n'est pas intégré psychiquement, ça ne passe pas, ça ne peut pas se communiquer, ça ne peut pas se parler facilement en tout cas. Il y en a qui y arrivent, hein, bien sûr, mais ça n'est pas la majorité. Les mutilations génitales féminines, elles viennent aussi supprimer la notion de consentement, c'est-à-dire que les petites filles, on ne leur demande pas leur avis. Hein. Or, on sait que le consentement, c'est quand même une notion qui doit se développer dans la sexualité, qui s'affine avec le temps. On va aussi découvrir ses préférences sexuelles. Avec les mutilations génitales féminines, ça vient à nouveau mettre ce message de c'est ainsi, c'est comme ça et c'est normal. Et ça vient empêcher, donc je disais tout à l'heure, le processus d'érotisation. Donc, c'est-à-dire qu'un premier challenge pour ces dames, c'est de percevoir la réponse sexuelle.
la première chose, c'est de la percevoir, donc d'aller voir au niveau des sensations corporelles ce qui se passe, et ensuite de les connoter sexuellement. Donc c'est ça l'érotisation. C'est un processus par lequel toutes les femmes passent, mais ici, vu qu'il y a eu une douleur intense au moment de la mutilation, ça vient vraiment empêcher cette exploration, ça vient empêcher cette érotisation, parce que le corps n'oublie rien, et ce qui a été ressenti en premier en tant que femme au niveau de la zone génitale, c'est une douleur inassimilable qui, dans la grande majorité des cas, crée un traumatisme psychique, souvent quand même conséquent, assez important, comme Annalisa l'a expliqué tout à l'heure. Donc, pour cette érotisation, l'érotisation, elle se passe dans les différents niveaux. C'est au niveau du désir, au niveau de l'excitation sexuelle et au niveau du plaisir sexuel. La première chose, c'est accueillir des sensations nouvelles, les sentir, les accueillir, et puis à force d'expériences agréables, elles vont s'érotiser. Or, les mutilations génitales viennent vraiment attirer l'attention sur le génital. C'est-à-dire, il y a comme un paradoxe là où la sexualité, quand elle se développe, elle va aussi, on va découvrir des zones érogènes, on va explorer aussi toutes les pensées, mais toutes d'autres sensations au niveau du corps, pas uniquement au niveau de la zone génitale. Or ici, les mutilations génitales, elles viennent arrêter les choses aussi au niveau génital. Ça vient cristalliser quelque chose au niveau génital. Et aussi, ça vient centrer la sexualité sur la pénétration, ce qui est une vision assez masculiniste de la sexualité. Qu'en est-il de la peau? Qu'en est-il des pensées, des émotions au sein de la sexualité? Quand les femmes ressentent de la douleur systématiquement lors des rapports sexuels, on peut facilement comprendre que tous ces mécanismes-là sont très difficiles à mettre en place et qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour aller explorer ça. Une des premières prises de conscience importantes, c'est que la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'explore. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais partager avec vous. Merci Céline, merci pour cette mine d'or hein, avec tous ces éléments développés ici. Voilà, j'invite maintenant les participants et participantes ici présentes à participer à ce moment d'échange. Donc là, c'est libre, un espace libre pour finalement nous questionner finalement avec toutes ces interventions-là d'Annalisa et de Céline, savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et quels sont vos questionnements, vos expériences de terrain par rapport à tout ce qui a été développé ici. Vous avez la parole, vous allumez votre micro et puis vous prenez la parole. N'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, hein, finalement, vous pouvez également les soumettre ou partager voilà, ce que vous retenez, voilà, ce qui fait écho auprès de vous, d'après les différentes interventions d'Annalisa et de Céline. Prenez la parole, allumez votre micro et puis vous prenez la parole. Ou alors, vous avez la possibilité de vous exprimer dans le chat, hein, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, bien évidemment. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, je suis Nancy. Merci d'abord pour toutes les deux présentations.
qui ont été vraiment très intéressantes. Je voudrais quand même apprendre quelque chose des expériences de nos intervenantes par rapport à ces conséquences qui sont un peu plus durables, qui sont long terme. Si je prends par exemple ces sentiments de vide, ces sentiments de manque, de quelque chose qui a été enlevé de la personne. Et comment est-ce que dans leurs expériences, les intervenantes s'y prennent pour aider ces victimes qui s'imaginent, parce que si vous prenez, nous considérons l'âge pendant lequel ces pratiques sont faites, comme celle qui a fait la première vidéo, c'était à l'âge de 8-9 ans. Et si nous considérons cet âge-là, c'est un âge auquel elle n'a pas encore eu d'expérience sexuelle. Elle commence plus tard l'expérience sexuelle étant déjà victime de cette pratique. Donc, dans la tête, je m'imagine qu'elle se dit, il y a tellement quelque chose de précieux que je manque, une sensation extraordinaire, positive que je manque, qui est irremplaçable. Elle n'avait jamais eu cette expérience-là avant. Si peut-être l'excision se faisait à l'âge de 18-20 ans, quand la jeune fille avait déjà une expérience sexuelle, peut-être qu'après, pendant l'accompagnement psychologique, connaissant déjà cette expérience-là physique, et quand elle serait touchée à tel ou tel endroit, peut-être que ça pouvait susciter une sorte de plaisir psychologique, même s'il y a un vide là-bas. Mais maintenant qu'elle n'avait jamais eu cette expérience, elle ne sait pas comment est-ce que ça serait si j'avais encore cet organe à moi. Alors, comment on les aide vraiment à reconstruire une vie sexuelle, une vie de sensations dans ces vides des choses qu'elles n'avaient jamais expérimentées, mais maintenant, elles doivent vivre en tant que femmes, ressentir aussi des plaisirs en tant que femmes et vivre pleinement leur vie de sexualité. Merci. Annalisa, Céline, l'une de vous souhaite prendre la parole ou alors vous préférez? Oui, moi je veux bien tenter de répondre à ça. Alors, moi je pense sincèrement qu'il est possible de reconstruire, hein, comme vous le dites si bien, une vie sexuelle. Mais c'est vraiment partir à la découverte, c'est vraiment ouvrir par rapport aux croyances, par rapport à tout ce qui a été intégré suite à la mutilation génitale féminine. C'est vraiment repartir d'une page blanche et de partir à la découverte de tout le potentiel érotique du corps, justement, en décentrant du génital, en décentrant, par exemple, de ce gland clitoridien qui n'est plus là. Il reste un potentiel. Mais pour ça, il faut qu'au niveau psychologique, il y ait eu aussi un certain soin, un certain cheminement, parce que ça peut être fort confrontant pour ces femmes d'entamer un travail sexologique. En fait, il faut qu'elles se sentent prêtes. Et souvent, moi, je dis quand j'ai une dame qui s'adresse à moi avec justement une envie comme ça en tout cas de venir parler des difficultés sexuelles, je trouve qu'il y a là déjà les prémices d'un désir. Quand bien même elles me disent, mais moi je n'ai jamais envie de sexualité, d'avoir des rapports sexuels. Mais il y a une curiosité qui arrive. Et tout le travail, c'est de se réapproprier son corps et pour soi. Et on y va très progressivement et toujours au rythme de la personne. C'est-à-dire qu'on propose des choses, on n'oblige jamais rien. C'est dans la parole aussi, dans le fait de mettre des mots, de découvrir l'anatomie et la physiologie sexuelle, parce que finalement, comment ça marche tout ça. Et souvent, les femmes, quand elles découvrent que
par exemple, au niveau de l'organe du clitoris, qui a encore une partie interne, qui garde sa fonction sexuelle, parce qu'il y a des dames qui ont connu des mutilations génitales féminines, qui peuvent avoir accès au plaisir, voire connaître l'orgasme. Ce que j'ai essayé de faire sentir, c'est qu'à quel point, indépendamment de l'anatomie, toutes les autres dimensions de la sexualité viennent aussi complètement limiter la sexualité comme un entonnoir. Ça fixe sur le génital, ça empêche l'exploration. Et souvent, donc je disais, on y va progressivement, par exemple, déjà en proposant de découvrir, de regarder ce sexe. Hein, et alors souvent, déjà rien que ça, c'est une étape qui est importante, de regarder, de le toucher, d'aller avec curiosité, avec bienveillance. Donc, c'est beaucoup de choses à développer, évidemment. C'est changer le positionnement par rapport à soi, par rapport à la sexualité, se dire, ma sexualité m'appartient, mon corps m'appartient, j'ai le droit d'en parler, j'ai le droit d'explorer. Donc, c'est tout ce travail-là avec beaucoup de soutien et surtout en laissant du temps. Et alors, une chose importante, je trouve, c'est de ne pas bombarder les dames d'informations. Souvent, les intervenants ont envie comme ça, on donne le schéma, on donne ceci, voilà, on explique tout, parce qu'on a envie de leur faire découvrir tout ça. Mais c'est un peu sidérant et ça respecte pas peut-être leur propre rythme. Je disais, par exemple, pour qu'une dame puisse arriver déjà à regarder, juste, donc même pas toucher, hein, se regarder dans un miroir, ça peut prendre plusieurs séances. Et donc, on prend le temps. Et c'est OK. Et déjà, rien que d'en parler, ça ouvre un espace. Voilà, ça dégage un petit peu. Voilà ce que je peux déjà dire. Merci. Merci. Merci Céline. Et donc là, je vois dans le chat qu'il y a quelques questions, donc notamment celle de Sandrine qui pose la question de savoir y a-t-il vraiment un âge pour vivre cette expérience? A contrario, vivre cela de manière précoce, n'est-ce pas plus favorable pour oublier, vivre avec une intensité moindre le sentiment d'impuissance? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je peux prendre la parole. Longtemps, on a pensé que si l'excision avait lieu à un âge précoce, justement, il y avait moins de souvenirs, moins de chances qu'il y ait un impact au niveau de la santé mentale. Et pourtant, les études démontrent le contraire. Elles montrent que au plus la personne est jeune, et même il y a des études qui montrent avant l'âge de 3 ans, c'est-à-dire avant l'âge de l'acquisition de la parole, en fait, de la possibilité de métapenser, de mettre du sens, en fait, à ce qui arrive. Je ne connais pas le pourcentage au niveau épidémiologie, mais les chances sont très fortes pour développer des conséquences au niveau de la santé mentale. Si on place les mutilations sexuelles féminines dans le contexte des violences de genre, dans le contexte des violences sexuelles, ben, au niveau des violences sexuelles, un enfant, je ne sais plus en dessous de quel âge, mais comme au niveau de Djenabou, de cet âge-là qui est violé, a presque 100% de chances de développer un psychotraumatisme. Donc, c'est pas... Il n'y a rien de mieux. Le mieux, c'est de ne pas être excisé, bien entendu, mais il n'y a rien qui protège, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui protège, finalement, des effets sur la santé mentale. Même la question de la médicalisation, ça ne protège pas du ressenti, des conséquences à court et à long terme. Merci Annalisa. Donc la prochaine question adressée également à vous mesdames, c'est de savoir, celle de Marie d'Argent, comment donner un espace de parole au risque de réveiller le trauma quand la femme ou la fille excisée est enceinte? Non, quand la femme excisée est enceinte, et quel impact cela peut-il avoir sur l'attachement à l'enfant, surtout si c'est une fille? Je vais commencer, puis Annalisa, si tu veux compléter, n'hésite pas. Oui, la parole et le psychotraumatisme, c'est une question qui est importante parce que, bien sûr, nous, avec nos interventions, on invite plutôt les intervenants à permettre une parole. Certainement pas à obliger. Voilà. Je pense que la distinction est vraiment essentielle parce que ça fait soin, en fait.
Donc, c'est proposer, en fait. C'est ouvrir un espace de parole, c'est proposer, mais si la dame ne s'en saisit pas, il n'y a rien à forcer. L'idée de parler à tout prix pour que ça fasse soin n'est pas juste. Il faut surtout respecter le rythme de la personne. Par exemple, quand je rencontre une nouvelle patiente, c'est quelque chose que j'ai tendance vraiment à dire, c'est que c'est un espace de parole pour elle déjà, qui est sécure, mais que surtout, il n'y a pas d'obligation de parler, qu'elle me parle de ce qu'elle veut, au rythme qu'elle veut, et pas forcément des violences. Moi, j'ai déjà eu une patiente qui sachant voilà, qui avait un peu une casquette violence au niveau du centre où je consulte et qui me disait « Mais est-ce que je suis obligée de parler des violences ?» Ben, certainement pas. Hein, c'est un espace de parole, point barre. J'ai envie de dire ça comme ça, et c'est à la personne de s'en saisir. Par rapport à la grossesse, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, peu importe les circonstances de vie, d'ouvrir cet espace de parole, et l'expérience quand même, vraiment au niveau clinique, hein, montre que les femmes s'en saisissent en fait. Quand on y va avec tact et qu'on laisse toujours une porte de sortie, quand on prévient « Est-ce que je peux vous poser une question peut-être intime ou qui peut-être pas évidente ?» Et alors, pourquoi est-ce qu'on peut se le permettre? Parce que la légitimité, pour moi, elle vient de l'impact sur la santé des mutilations génitales féminines. En tant que soignant, on peut ouvrir le dialogue sur ces thématiques-là. On peut vraiment se permettre de le faire et faire confiance aux gens. Ils s'en saisissent ou pas. Et parfois, ils s'en saisissent pas tout de suite, mais ils s'en saisissent plus tard. Djenabou le dit dans son témoignage. Entre le moment où elle a entendu parler d'eux et où elle a fait la démarche, il a fallu 10 ans. L'idée est de semer des graines et d'autoriser en fait une parole, de valoriser ça, de dire quelque part le message qu'on envoie, c'est important, hein, c'est pas banal. Oui, bien sûr que dans la relation à l'enfant, il peut y avoir un impact, tout à fait, notamment au niveau des soins du bébé, hein, quand une maman a une petite fille qui est intacte, ça peut être très confrontant pour elle, et donc c'est quelque chose, quand un espace de parole est ouvert, ce sont des choses que l'on peut vraiment travailler, voilà, au niveau alors de la parentalité, au niveau des éprouvés, ça peut réveiller le traumatisme, tout à fait. C'est pas systématique non plus, mais c'est bien d'être attentif à ça. Voilà. Merci Céline. Annalisa, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, sinon... Non, pas spécialement. Okay. Donc, la prochaine question est celle de Inès. Lorsque l'excision est réalisée quand la petite fille est encore bébé, est-ce que les impacts sur la santé mentale sont immenses? Donc, ça revient à ce que tu disais, Annalisa. Donc, finalement, il n'y a pas d'âge idéal. Donc, voilà, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas juste de mutilation, mais bon. Il y a une question, une question beaucoup plus, c'était sur les aspects de la reconstruction. Donc, du coup, je vous ai mis dans le chat le lien vers le site internet de C'est ma vie, qui est le centre médical d'aide aux victimes de l'excision et qui offre un accompagnement pluridisciplinaire, notamment la reconstruction dont tu parlais, Doniti. Donc, toutes les informations sont sur ce site-là. Peut-être que je peux dire à ce sujet. Oui, vas-y, Annalisa. En tout cas, au GAMS, en fait, les dames qu'on reçoit ne se situent pas à ce stade-là de leur parcours. Déjà, ça ne va pas, toutes les dames ne vont pas exprimer le souhait de faire appel à la reconstruction. Et comme, en tout cas, au GAMS, on travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans la question de l'asile. Comme disait Céline, ces questions-là, liées à la sexualité, fort malheureusement, ne font pas partie de leur priorité. Enfin, comment faire quand on vit dans un centre, déjà? C'est complexe. Hein. Ce qui m'est arrivé, ce sont des femmes qui reprennent contact des années plus tard, mais des années, avec cette demande-là.
en tout cas, elles se rappellent que ici, elles ont eu un espace de parole et alors on peut les accompagner dans ces démarches-là. Et au niveau de CEMAVI, il y a une prise en charge au niveau sexo et psycho, en fait, très spécifique. Et alors, je voudrais juste, parce qu'on dit souvent réparation ou reconstruction du clitoris, mais ça n'est pas ce qui se passe en fait, hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher la partie interne qu'on va externaliser. Et donc, du coup, après cicatrisation, on se retrouve avec je veux dire, un nouveau gland clitoridien, mais qui n'a quand même pas les propriétés de l'ancien, mais qui, disons que ça reprend quand même l'aspect d'un gland clitoridien, mais qui est du coup un peu plus bas au niveau vulvaire. Il est situé un peu plus bas. L'avantage, on peut espérer que, puisqu'il y a une externalisation d'une partie interne du clitoris, que par stimulation, on peut récupérer une certaine sensation sexuelle, voire du plaisir, voire un orgasme. Mais comme il s'agit d'une intervention chirurgicale et qu'on va aller retoucher au tissu, c'est quand même des incisions, c'est quand même des sutures. Parfois, ça amène un plus, parfois, ça ne change rien du tout, et parfois, ça amène un moins. Donc, ce qui est important, parce que souvent, les dames, quand elles le demandent, quand elles viennent s'informer, elles ont envie d'un peu de récupérer ce bouton magique pour avoir du plaisir sexuel, pour avoir, avec une perception de la sexualité qui est très centrée justement sur le génital et sur la pénétration. Et donc, c'est pour ça que le travail sexologique est très important pour justement ouvrir. Et bien souvent, quand on travaille ça, ces femmes ne sont plus tellement demandeuses en fait de cette intervention, qui en plus, voilà, ça c'est bien, pris en considération au niveau de la prise en charge à CEMAVI. Les douleurs post-opératoires sont quand même assez importantes et nécessitent vraiment un traitement spécifique. Et les dames qui sont vraiment motivées, alors qu'ils sont plus dans une démarche de peu importe les sensations, c'est au niveau du schéma corporel, je veux récupérer quelque chose là où il y a un manque, où il y a un trou. Voilà, souvent c'est des demandes auxquelles on peut répondre. Voilà, là, elles peuvent être vraiment des bonnes candidates pour cette intervention. Merci Céline. Voilà, je voulais juste encore rappeler par rapport à la première vidéo, celle de Jenabou, entre le début de son accompagnement et sa reconstruction, ça lui a pris 10 ans. Donc voilà, pour étayer un peu le propos d'Annalisa tantôt au niveau de la demande des femmes concernées sur cette réparation, reconstruction, on va dire. Il y a une dernière question, je ne sais pas si... La réparation, c'est celle de Anne, La réparation du clitoris est-elle une intervention prise en charge par le CPAS, carte AMU ou par réquisitoire fait d'asile? Je ne sais pas, mesdames, si vous avez les éléments pour répondre à ces questions ici. Je sais que la question sera abordée plus loin dans les autres webinaires, mais je ne sais pas si... Oui, je peux y répondre. Non, elle n'est pas prise en charge par fait d'asile. Elle est par contre, par un long travail associatif et aussi au niveau de l'hôpital Saint-Pierre, pris en charge par la mutuelle. Et non seulement l'intervention chirurgicale, mais tout le parcours. Il y a une espèce de contrat qui a été mené avec les différentes mutuelles pour que ce soit tout le parcours qui soit pris en charge, parce qu'on a constaté, comme dit Céline, que parfois, elle n'arrive pas à la réparation parce que la réparation se fait autrement. Elle n'arrive pas à la réparation chirurgicale. Ça ne se fait pas pendant... c'est pas fait d'asile qui prend ça en charge, parce qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que ça ne se fait pas pendant la demande d'asile parce qu'on ne sait pas comment... C'est un peu imprévisible, en fait, ce qui va se passer pour la dame. Va-t-elle rester ici? Aura-t-elle le temps de guérir? Si elle retourne, si elle a une réponse négative, elle a un ordre de quitter le territoire, et que là-bas, on constate qu'il y a eu une chirurgie, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc, on considérait qu'il faut vraiment un environnement safe pour ce genre de démarche.
Merci beaucoup, Annalisa, pour cette précision. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que l'un ou l'une des participants et participantes ici présents souhaitent encore prendre la parole? Vous avez quelques secondes pour vous annoncer. Sinon, nous allons doucement conclure. Je vois que non. Alors, on va tout doucement conclure ce premier atelier en ligne des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, voilà, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre participation aujourd'hui, votre présence. Et voilà, j'avais encore quelques petits communiqués à vous faire passer. Donc, comme j'ai bien dit dans mon propos introductif, actuellement, le réseau des stratégies concertées lance l'appel pour rejoindre le réseau, encore plus pour rejoindre le comité de pilotage wallon. Il faut dire qu'être membre de ce comité de pilotage-là, ça vous donne une marge de manœuvre, notamment par rapport au calendrier annuel des activités, des thématiques, des outils à développer. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'ici présente, il y a des structures qui souhaitaient rejoindre, donc c'est le moment. Et donc, pour ce faire, vous pouvez me contacter, Marianne Guéna. Je suis la coordinatrice des réseaux wallons et bruxellois de stratégie concertée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Mon mail, il est là. Donc, j'ai été ravie de pouvoir animer cette première séance d'atelier en ligne. Vous avez également notre site internet pour tout ce qui est outils et pour revoir les différents ateliers en ligne qui vont être enregistrés tout au courant de cette année. Et vous avez le mail des stratégies concertées. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps, pour les échanges ici. Et voilà, donc c'est le premier d'une série de 5 ateliers en ligne. Donc, vous aurez les communications au moment adéquat pour lancer le prochain atelier qui sera dans 2 mois. Et donc, je vous invite de nouveau à y être présent et présente pour suivre les différentes réflexions qui se poursuivront au cours de ces ateliers. Je remercie également nos 2 intervenantes, Annalisa Daguano, qui est psychologue au GAMS Belgique, et Céline Lurneau, qui est psychologue et sexologue clinicienne au FPS de Liège. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Avant de terminer, on a un petit rituel aussi avec les ateliers en ligne, vu qu'on n'a pas, pour rendre ça beaucoup plus chaleureux, vu qu'on ne peut plus se voir. Généralement, à la fin, on fait un petit collage de photos. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à allumer votre caméra pour la photo de famille. Et voilà. Et donc, j'invite la com à faire la petite photo. Donc, vous pouvez vous mettre votre caméra pour la photo de fin. Donc, c'est beaucoup plus convivial et on voit qui était là. Lisa, je te laisse, tu nous dis quand est-ce que tu... Je fais ça tout de suite. Vous êtes toutes prêtes? Ou tous prêts surtout? Hop. Et voici. C'est fait. Merci, c'est vrai que c'est très Merci beaucoup. Et on se voit dans 2 mois pour le prochain, le 2e atelier. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Céline, merci Annalisa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. Je vois Raki qui a dit « Désolé, ma caméra ne fonctionne pas ». C'est pas grave, Raki, il y aura ton nom sur la petite photo. Je te remercie de